Et nous allons rentrer dans l'acte 2 avec le thème « Les utopies concrètes ne sont pas des oxymores ». D'abord, je voudrais m'excuser si certains d'entre vous, comme nous sur scène d'ailleurs, ont un peu froid. Il y a eu un problème cette nuit de canalisation. C'est en train d'être réparé, donc vous allez très rapidement sentir vos os et votre chair se réchauffer et vos idées être stimulées, en particulier tout de suite par Stéphane Truchy, le patron de l'IFOP. Vous savez que l'IFOP, c'est véritablement l'institut de référence pour le monde du luxe, et il va nous dévoiler les résultats de son étude exclusive réalisée spécialement pour cette 9e édition du Paris Luxury Summit sur les perceptions des utopies dans le monde. Stéphane, c'est à toi. Bonjour. C'est un sujet compliqué que celui d'interroger les consommateurs sur ce qu'est l'utopie, parce que c'est une question à laquelle ils ne savent pas répondre. Du coup, on a essayé de l'aborder d'une manière un peu différente. Donc, on a interrogé pour l'occasion 600 femmes acheteuses de luxe dans 3 marchés, qui sont la France, les États-Unis et la Chine. Essayer de comprendre un peu ce qui les fait rêver et ce vers quoi le luxe devrait s'orienter pour arriver à atteindre ces utopies concrètes, celles qu'il pourrait arriver à mener pour satisfaire les désirs des consommateurs. Alors déjà, la première chose qu'on constate quand on leur demande quelles sont les priorités pour le luxe de demain, on a aujourd'hui le sentiment qu'il y a des fondamentaux que le luxe ne peut ignorer et qui restent un sujet profondément ancré dans l'esprit des consommateurs et des consommatrices. Les clients du luxe veulent avant tout, et on le voit encore une fois, c'est une constante de la qualité et de la créativité. Je pense que quel que soit l'enjeu, quel que soit le territoire que le luxe devra aller chercher, toucher, n'oublions jamais que raffinement, qualité, art de vivre sont les notions fondamentales sur lesquelles le luxe doit considérer que le consommateur l'attend. L'occasion également de se faire plaisir, et ça on est dans une situation post-crise, puisqu'on est après des années de pandémie où la crise mondiale est extrêmement sévère. Donc on a effectivement besoin de quête de plaisir, de magie, d'enchantement. Et on voit que la réussite n'arrive qu'en 4e position, j'aurais tendance à le dire, même si on le verra, quelques particularités locales. Et autre question qu'on leur posait, c'est finalement, est-ce que le luxe va dans le bon sens? Parce que c'est intéressant de savoir au-delà de ce qu'on en attend, est-ce qu'il va dans le bon sens? Et là, on s'aperçoit que le luxe travaille bien. Le luxe travaille bien dans l'esprit des femmes qu'on a interrogées parce qu'il propose effectivement des produits de bonne qualité. Il est plus créatif. Et également, on le voit sur toute une série d'autres, notamment sur les nouveaux territoires du luxe, le digital, le développement à l'international. Il crée cette forte relation avec les consommateurs. Donc on a vraiment sur tous ces chantiers des choses intéressantes qui sont en train de se passer avec des marques de luxe, des maisons de luxe qui sont très engagées. On voit un petit peu de retrait quand même sur la dimension environnementale, mais globalement on est sur un niveau finalement de satisfaction quant à l'évolution du secteur. Quelques éléments locaux pour essayer de voir d'un marché à l'autre comment les choses s'orientent. On voit que d'une manière constante, la créativité et les produits de qualité sont des choses qui sont perçues par tous. On le voit ici, on le voit avec les scores qui sont en noir, mais on a des choses également qui sont plus ou moins, alors je suis désolé, on ne voit pas tous les titres, c'est coupé, mais en tout cas, ces notions de développement international, tout ça c'est perçu sur l'ensemble des marchés.
Deuxième élément qu'il est important de noter, c'est qu'il y a quelques particularités locales auxquelles il faut que vous soyez sensibles. D'un marché à l'autre, le luxe est attendu sur des choses un petit peu différentes. On a toujours, on le voit, la qualité et le raffinement et le plaisir qui restent constantes, quels que soient les marchés. On a quelques petites particularités qui sont considérées comme des priorités d'un marché à l'autre. On voit par exemple que sur la France, cette idée du savoir-faire et de la tradition du luxe sont des choses qui sont importantes. Également, en ce qui concerne la transition écologique, la transition énergétique et écologique. Sur les États-Unis, tout ce qui est lié à la réussite sociale et le plaisir sont plébiscités. Et en Chine, c'est intéressant à noter, également cet art de vivre et le symbole de réussite qui monte plus fortement qu'ailleurs. Donc on a toujours ce luxe un peu statutaire qui reste un élément structurant de ce qui fait rêver dans le luxe et ce qui est une priorité pour les consommateurs chinois. Troisième gros pilier de l'expression des attentes, c'est un secteur qui doit être plus engagé, un luxe plus démocratique. Également, on a ici le sentiment que la crise a laissé des traces, l'augmentation des prix, le contexte sur l'inflation, une crise qui inquiète aussi sur le pouvoir économique des populations clientes. On voit qu'ici, un luxe, on le voyait tout à l'heure aussi dans les interventions précédentes, il faut rester quand même connecté aux clients, ne pas se décaler, ne pas devenir un luxe qui exclut, mais un luxe qui inclut un certain nombre de personnes, un certain nombre de cibles, et un luxe c'est également engagé dans le respect de l'environnement et de la société. Voilà des éléments sur lesquels le luxe est en retard, il a des progrès à faire, donc quand on parle d'utopie, il faut aussi se projeter dans l'idée que les attentes se situent sur ces grands registres-là. Quelques éléments d'un marché à l'autre. La tension sur les prix est constante, même en Chine. Alors on voit qu'en Chine, globalement, le niveau d'attente, le niveau d'exigence sur les progrès à faire est beaucoup moins fort. Les clientèles chinoises ont une vision du luxe extrêmement positivée, extrêmement belle. Et donc ils ont tendance à peu apporter d'éléments de critique par rapport au secteur. On voit qu'en revanche, aux États-Unis et en France, on retrouve ces éléments sur le luxe, le prix du luxe, sur l'engagement et sur le respect du pouvoir d'achat et des minorités. Le quatrième élément de pilier sur lequel on a relevé un certain nombre d'exigences et d'attentes des consommateurs quant à ce que les marques de luxe et les maisons de luxe délivraient, c'est l'univers digital, l'univers digital qui reste fort, puisque le luxe a beaucoup sollicité d'activation digitale à travers toutes ces actions digitales, mais notamment en distribution, mais le point de vente physique reste un élément moteur de lien, de connexion avec la marque. On va le voir ici. Vous voyez que je préférerais acheter mes produits luxe dans un magasin physique de la marque. 56%, ça reste le point d'ancrage numéro 1 de la distribution tel que les consommateurs ont envie de vivre cette expérience de marque dans le point de vente et devant même le site en ligne de la marque. Donc ça, c'est un élément important à noter. C'est une constante et là aussi c'est intéressant, on voit bien sûr que c'est plus fort sur le site en ligne de marque sur les pays digitalisés, mais malgré tout le poids du point de vente physique reste extrêmement fort. Donc on a qualité et créativité qui restent les fondamentaux du luxe éternel, on a cette idée de garder quand même au niveau local cette idée du statut en Chine, du plaisir aux États-Unis et de la tradition en France. On a un secteur plus démocratique et plus engagé. On a envie d'un luxe plus engagé et plus démocratique. Et puis plus démocratique dans le sens non pas plus accessible, mais en tout cas moins, qui n'exclut pas. Et enfin, un luxe digital, certes, mais où le point de vente reste l'élément physique de lieu, de rencontre entre les clients et la marque, avec une expérience de marque qui est irremplaçable. Alors, on a travaillé ensuite sur des idées d'utopie. Pour cela, nous avons
travaillé autour de 15 scénarios. Donc on a écrit 15 scénarios d'évolution du secteur, d'utopie qu'on pouvait proposer aux clients de luxe que nous avons interrogés. Et chaque fois, on leur a demandé si c'était un scénario qu'ils souhaitaient voir prendre jour et le degré de probabilité de ce scénario. Est-ce que oui ou non, les marques sont susceptibles de le proposer avec 2 axes couverts, un axe autour de l'engagement et un axe autour de l'expérience client plutôt que de la relation client. Donc il y a eu 4 scénarios qui ont été plébiscités. Et après, on regardera un peu comment les autres s'organisent. Mais ce qui a été le plus fort, c'est à la fois cette idée de la personnalisation. Donc l'idée, c'était demain, les marques de luxe donneront aux clients accès à des conseils personnalisés pour les accompagner dans leurs achats et leurs expériences. Ça, c'est souhaité. C'est vraiment ce qu'on a envie de vivre, une expérience personnelle, individuelle, intime, où on est au cœur de l'expérience client. 82% le souhaitent et 80% le jugent probable. Donc voilà une utopie concrète. Ensuite, on a eu dans le ranking des utopies autour de l'axe éthique et engagement, qui ont connu de forts scores de souhait. On l'a ici. Donc demain, les marques de luxe n'utiliseront que des matières premières qui respectent toutes les contraintes environnementales. 83% le souhaitent. On voit ça plus fortement en France et aux États-Unis. Mais on voit qu'en termes de probabilité, 57% ont un score qui baisse déjà sur la capacité que les marques de luxe, les maisons de luxe auront à le proposer. Et puis demain, aucun produit de luxe ne pourrait être commercialisé sans que les conditions éthiques de sa production aient été vérifiées. 81% le souhaitent, 61%, là aussi, 60%, pardon, là aussi, je dirais, c'est très inférieur au score de désirabilité. Le juge probable. On retrouve bien ici cette volonté de voir des marques de luxe engagées et qui respectent un certain nombre de contraintes. On le retrouve ici dans l'inclusivité. 80% souhaitent que demain, les marques de luxe s'adressent à tous les publics, quelle que soit leur spécificité. Là, on avait bien entendu repris tous les éléments qui expriment ce qu'est l'inclusivité. Et là, 66% le juge probable. C'est un petit peu mieux. Le luxe, c'est vrai, fait de gros efforts, a créé de nombreuses occasions de se rendre plus inclusif dans l'expression de ces maisons. Pour terminer, on va structurer l'ensemble de ces scénarios autour de 2 axes. Un axe qui est l'axe du souhait et l'axe du probable. Donc, quand on est en haut à droite, c'est des axes qui sont fortement souhaités et où la probabilité que les maisons de luxe puissent le proposer est forte. En haut à gauche, vous avez souhaitable et peu probable. Et en bas à droite, vous avez souhaitable, moins souhaitable et plus probable. Et en bas à gauche, moins souhaitable et moins probable. Et on va structurer sur des 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe du luxe engagé. On voit qu'on a un axe très fort qui est à la fois considéré comme souhaitable et probable. Et je pense que les maisons de luxe ont déjà beaucoup créé et développé d'initiatives à ce sujet-là. C'est un luxe éthique. Les marques n'utilisent que des matières premières qui respectent l'environnement. Aucun produit ne sera commercialisé sans une vérification des conditions éthiques de production. Les marques de luxe produiront moins de produits mais de meilleure qualité. Et les marques de luxe s'adresseront à tous les publics sans discrimination physique. Voilà où vous êtes le plus attendu. Vous le savez, vous avez déjà engagé un certain nombre de choses qui vous rendent crédibles sur cet axe-là. On a un axe où on est toujours dans cette idée d'engagement, c'est l'axe vegan. C'est un axe, aucun produit de luxe ne sera fabriqué à partir de matières qui ne respectent pas la condition animale. C'était ça le libellé dit détaillé. Et là, on voit bien que vous êtes crédible, mais c'est souhaité, mais vous êtes moins crédible. Le luxe citoyen, il est effectivement un petit peu plus nuancé dans la probabilité et dans le désir. Et enfin, un luxe raisonné où les produits sont tout ce qui est lié au luxe plus raisonnable. On contrôle la production et on a des séries limitées. Et sur le deuxième axe, pour terminer, on a effectivement là ici toujours un souhait important sur la personnalisation, on l'avait vu préalablement, donc les marques donneront accès à des conseils personnalisés, et ça c'est vrai sur l'ensemble des marchés, c'est très très fortement ancré dans l'idée d'une expérience client forte. Le luxe expertisé, c'est-à-dire le luxe contrôlé, là c'est très souhaité, et il y a des progrès à faire, hein, c'est sur le savoir-faire, la production, l'authenticité des produits garantis autour notamment de la blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une probabilité forte d'évolution du luxe vers l'utopie du virtuel, même si ce n'est pas toujours souhaité par tout le monde, mais on sent que c'est une tendance. Pas de frontière entre le physique et le site de marque, ok, nous l'avons déjà vu.
les produits, les créations NFT virtuelles qui seront de véritables œuvres d'art, la possibilité de co-créer avec les marques, voilà où le luxe est aujourd'hui probablement en train de s'engager dans l'esprit des consommateurs, mais où ce n'est pas forcément le souhait le plus exprimé. Et enfin, le luxe réconfort, ne rêvons pas, la société est difficile et le luxe ne peut pas tout cicatriser. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi et merci à l'IFOP d'être toujours au rendez-vous de l'exploration des recoins de tous les marchés, particulièrement pour le luxe, pour permettre une approche sociologique plus pointue et une expérience client qui va avec, évidemment.